Je suis Marie-Adine, j'ai 67 ans. Maintenant que je ne travaille plus, j'ai du temps et j'en profite pour écrire et ça me fait beaucoup de bien. C'est donc un texte de moi que je vous offre ici. Et ainsi, j'ai envie de vous donner envie d'écrire parce que c'est vraiment bon. Alors un texte auquel je tiens beaucoup. Je l'ai écrit pour une de mes amies, une amie disparue. C'est donc en quelque sorte une lettre posthume. C'est un texte qui transmet un message qui compte beaucoup pour moi parce qu'il donne du sens à ma vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui compte, de donner du sens à sa vie. Alors si ma lettre peut vous y aider, je m'en réjouis. Je vous l'offre, donc la voici. Lettre à mon amie perdue. Ma chère Françoise, je t'écris pour te parler d'amitié, celle qui nous a liés jadis et celle qui me lie désormais à tes filles devenues adultes. Je t'écris depuis la terre que tu as quittée si brutalement il y a plus de 20 ans. Je t'écris depuis un petit bout de terre que j'aime, l'île d'Oléron. Souviens-toi, nous y avons passé ensemble les dernières vacances, tes dernières vacances, au printemps 1987. Nous étions bien ensemble, nous avons beaucoup ri, nous avons bu du pinot, du vin blanc, mangé des huîtres. Et pourtant, tu devais déjà porter en toi ce venin mortel qui t'a fait basculer dans l'irrémédiable quelques semaines plus tard. C'est tout ce qui s'est passé depuis, tout ce dont ta mort t'a privé, que je veux te raconter ici. Le souvenir de ton suicide, alors que tu n'avais que 36 ans, est resté en moi une blessure qui n'a jamais totalement cicatrisé. Ton absence s'est peu à peu muée en une sorte de mission que tu semblais me confier à l'égard de tes filles. Au début, ce fut de Judith que je fus la plus proche. Esther et Sarah ayant déjà une autonomie qui ne laissait guère de place à mon attention, sans doute un peu maladroite parfois. Jacques, leur père, me faisait confiance, ce qui facilita ma tâche d'accueil ponctuel de cette adolescente si attachante. J'ai le souvenir de sa révolte à son égard lorsqu'il préparait son remariage et voulait la faire adhérer à ses choix. Je n'ai servi alors qu'à permettre à cette colère d'exister, et c'est déjà ça, me semble-t-il. Puis Judith grandit, et lorsqu'elle intégra l'école vétérinaire, je la perdis de vue. Dans sa préparation de sa vie d'adulte, elle suivait la voie de ses sœurs aînées qui, de leur côté, poursuivaient leurs études d'ingénieur agronome. Tu aurais été fière de ta progéniture, l'amie. Pendant une quinzaine d'années, je n'ai plus eu de contact avec elles trois. J'y pensais parfois en me demandant ce qu'elles étaient devenues, mais ça s'arrêtait là. Et puis un jour, j'ai reçu un petit faire-part de deuil avec un mot gentil de l'une d'elles, je ne sais plus laquelle, et une adresse. Il s'agissait de m'annoncer le décès de leur grand-mère. Ceci a rétabli le lien qui ne demandait qu'à renaître entre nous. J'ai ainsi appris que tes trois filles, devenues jeunes adultes, vivaient dans 3 pays différents. Seule Judith était en France, Esther vivait en Toscane avec Gianluca. Quant à Sarah, elle avait quitté l'Europe pour s'impliquer en tant qu'agronome dans des missions humanitaires en Amérique latine. C'est en Équateur qu'elle avait rencontré Telmo, lui aussi impliqué dans le même secteur par le biais des sciences sociales. Les 2 aînés étaient déjà mamans, Esther d'Alice et Sarah de Camilla et Mathias. Quelques mois ont passé, puis je crois que c'est Judith qui, au moment des fêtes de fin d'année, m'a envoyé ses vœux et des nouvelles des unes et des autres. Celle de Sarah n'était pas bonne. Le petit Mathias, âgé de 18 mois, était atteint d'une leucémie qu'on tentait de soigner à Quito, mais dans un premier temps, le mal avait semblé enrayé. Et l'été suivant, fin août 2006, j'ai appris, toujours par Judith, qu'une rechute avait décidé les médecins équatoriens à demander le transfert de l'enfant à l'hôpital Trousseau, à Paris. Depuis le début du mois, la famille était hébergée temporairement dans l'appartement des beaux-parents de Judith, Sarah et Telmo se relayant auprès du petit Mathias à l'hôpital. L'équipe médicale de ce service de pointe en hématologie avait insisté sur l'importance de l'implication forte des parents en relais des traitements médicaux mis en œuvre. Un lit pliant était donc à disposition dans la chambre de Mathias pour permettre la présence alternée de ses parents, nuit et jour. Lorsque, de retour à Paris, à la mi-septembre, je suis allée à Trousseau, Sarah m'a expliqué que Telmo était reparti en Équateur avec Camilla pour liquider leurs affaires là-bas et qu'ils allaient revenir d'ici quelques jours, la famille se centrant à Paris sur l'espoir de guérison de Mathias. La question de leur hébergement s'est alors posée, puisque la solution estivale n'était plus possible. J'ai proposé la chambre disponible de mon appartement en attendant mieux.
Je me souviens encore de l'arrivée de Telmo et Camilla à l'hôpital avec un monceau de bagages, l'un et l'autre ne parlant pas français et moi pas espagnol. Heureusement, la petite Camilla, du haut de ses 4 ans, comprenait le français que sa maman lui parlait depuis sa naissance, de sorte qu'elle fut notre interprète lors de la première soirée chez moi, sans Sarah rester passer la nuit auprès de Mathias. J'avais récupéré des jouets chez mon jeune frère. Je nous revois encore lavant dans la baignoire les éléments d'un jeu de construction en plastique multicolore pour réduire les risques de contamination pour Mathias. Tout le monde comptait en effet sur la mise en place de l'hospitalisation à domicile dans des délais proches. Cette perspective m'avait donc conduite à faire un ménage approfondi eu égard à la fragilité immunitaire du petit malade et à équiper la chambre pour y loger la famille. La vie commune a commencé à s'organiser peu à peu, l'autobus 62 constituant le trait d'union indispensable entre Trousseau et mon 13e arrondissement, Sarah et Telmo assurant la permanence affective indispensable à leur enfant hospitalisé et moi les relayant surtout auprès de Camilla. Cette petite fille exceptionnelle s'adaptait à la situation sans broncher, allant des uns aux autres et d'un lieu à l'autre, toujours souriante, progressant vite dans la maîtrise du français et s'endormant contre moi dans l'autobus quand elle était trop fatiguée. De ces journées partagées est né en moi un attachement pour elle à toute épreuve. Esther et Judith restaient très proches de leur sœur malgré la distance. Pendant cette période, elles sont venues l'une et l'autre à Paris. Esther venait de mettre au monde une nouvelle petite fille, Chloé, et Judith attendait son premier enfant. Un petit garçon, Lucas, est né quelques mois plus tard. Toutes ces vies nouvelles aidaient à croire en celle de Mathias, qui ne demandait qu'à reprendre le bon chemin. Courant octobre, les médecins ont accepté de tenter l'expérience de l'hospitalisation à domicile. Tout le matériel nécessaire avait été livré à la maison, tous les contacts utiles étaient établis, et le petit garçon a quitté Trousseau pour nous rejoindre la veille du week-end où nous devions souhaiter les 35 ans de sa maman. J'avais fait un gâteau au chocolat pour l'occasion. Malheureusement, au bout de 24 heures, le fragile équilibre auquel on aspirait tous s'est défait à l'occasion de je ne sais plus quel soin infirmier qui a déclenché une hémorragie gastrique. L'hôpital, appelé en catastrophe, a demandé qu'on ramène l'enfant d'urgence dans le service. La vie en alternance a donc repris. Telmo a même eu le courage d'entreprendre l'apprentissage du français en cours du soir dans une école de mon quartier. Par ailleurs, Sarah multipliait les contacts pour trouver un autre point de chute plus spacieux que la chambrette de mon appartement. Ces efforts aboutirent finalement et courant novembre, on a pu organiser leur installation dans un appartement du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Très vite, Sarah prit contact avec l'école maternelle la plus proche où Camilla rejoignit une vie plus conforme à son âge que les allées et venues incessantes à l'hôpital. Pendant ce temps, grâce à un traitement de choc, l'état de Mathias s'améliorait et il devenait à nouveau envisageable de mettre en place l'hospitalisation à domicile. L'espoir revenait sur tous les fronts. Du coup, dans l'élan de vie qui les a toujours guidés, Telmo et Sarah ont mis en route un nouvel enfant. 2007 est arrivé. Fin janvier, on a fêté les 5 ans de Camilla avec le même gâteau au chocolat que celui de l'anniversaire raté de sa maman. Le petit Mathias était des nôtres pour l'occasion et cette fois, son maintien à domicile se passait bien. Les soins intensifs qui lui avaient été prodigués en chambre stérile avaient fait de lui un petit garçon replet et expiègle qui semblait avoir retrouvé toute sa vivacité. On faisait aisément l'impasse sur la calvitie entraînée par la chimio et un petit duvet commençait à ombrer son crâne lisse. Lorsqu'on était allé le chercher à l'hôpital pour l'emmener à la maison, il était tout fier des chaussures neuves que sa maman lui avait achetées pour l'occasion et je me souviens qu'il cavalait dans le couloir sous l'œil attendri des infirmières. Les jours ont passé et des examens de laboratoire devaient venir confirmer ce qu'on croyait constater au quotidien, c'est-à-dire le cheminement vers la guérison. Or, les résultats ont contredit cet espoir et nous infligèrent à tous un douloureux coup de massue. Il révélait par des chiffres irrémédiables que la chimiothérapie avait en fait échoué à éradiquer le mal et que Mathias allait replonger dans le processus de désorganisation de son sang. Face à cet enfant qui avait encore toutes les apparences de la santé retrouvée, il fallait prendre acte du fait qu'il était perdu et que le sursis ne pouvait être que de courte durée. Je me demande comment ses parents ont pu encaisser un tel choc et continuer à se battre, y compris pour l'enfant à venir.
Moi pourtant relativement à l'écart de ce drame, même s'il me concernait de plus en plus, j'en suis sortie pantelante. La suite des jours rétablit l'épreuve mise en suspens pour quelques semaines. Comme prévu, l'état de Mathias se dégrada assez rapidement, nécessitant son retour à l'hôpital. Ses parents faisaient preuve d'une lucidité et d'une force exceptionnelles. Désireux d'illuminer les derniers mois de leur enfant perdu, ils ont pris contact avec une association proposant un moment de rêve aux petits malades. La famille est donc partie dans un village de vacances à proximité de Toulon, où diverses activités ludiques permettaient de faire un peu diversion. Mais Mathias était déjà trop mal en point pour pouvoir en profiter, et cette tentative de rêve s'est muée en cauchemar. Il a fallu l'hospitaliser à Toulon, dans un service qui ne le connaissait pas, puis le rapatrier par avion de toute urgence à Trousseau, avec sa maman. Je les y attendais, et j'étais dans la chambre lorsque la jeune femme hématologue qui suivait Mathias depuis le début est venue nous rejoindre. Je n'oublierai jamais ce qui s'est joué là, où la médecine et ses performances rendaient les armes devant la détresse de deux femmes vaincues face à un petit enfant qui allait mourir. Je suis sortie, car leur rencontre et leur échange se devaient d'être sans témoin. Lorsque j'ai rejoint Sarah, elle m'a simplement dit qu'il fallait choisir entre laisser Mathias dans ce lieu protégé ou le ramener à la maison, et qu'elle déciderait avec Telmo qui allait la rejoindre dès son retour de Toulon en train avec Camilla. C'est par le silence et un geste de tendresse que j'ai accueilli cette confidence si lourde, puis j'ai simplement dit qu'il faudrait parler avec Camilla, qu'il ne fallait pas laisser cette petite fille à l'écart sous prétexte de la protéger, et j'ai senti que Sarah saurait trouver les mots. Mathias est rentré à la maison. Je suis passée le voir quelques jours après, et j'ai senti que ce petit enfant était à la place où il devait être, au milieu des siens, et non plus dans une chambre d'hôpital. C'est là qu'il s'est éteint quelques jours plus tard. La cérémonie d'adieu au cimetière du Père-Lachaise s'est déroulée sans autre témoin que ses parents et sa sœur. Parce que Sarah et Telmo avaient su associer Camilla à leur épreuve, cette petite fille sut à son tour inventer son propre geste d'adieu à son frère en déposant une médaille dans son cercueil, comme pour maintenir le lien entre deux. Mathias repose auprès de toi dans le cimetière de Saint-Julien. Son nom a été gravé dans la pierre à côté du tien après coup. Sans être présente, j'ai été impliquée dans ce geste et c'est important pour moi. Le petit Martin est né début août. Ainsi, par l'intermédiaire de leur maman, ce nouvel enfant a cohabité quelques mois avec ce grand frère qu'il n'aura pas connu. Un an plus tard, la famille est repartie en Amérique latine, en Bolivie cette fois, pour y reprendre la vie mise en suspens. Voilà comment, Françoise, tes filles devenues adultes sont revenues dans ma vie et ne sont pas prêtes d'en partir dorénavant. Il fallait que je te livre ça. La suite de cette histoire, c'est une amitié à laquelle je tiens beaucoup, qui nous amène à nous faire signe de temps en temps et à nous croiser quand l'occasion s'en présente. Les étés se sont enchaînés, nous nous sommes revus. Sarah puis Esther sont revenues en famille à Oléron, dans ma petite maison, là-bas dans l'île. Nous y avons passé de bons moments, comme jadis avec toi. En concluant cette longue lettre, je prends la mesure de l'amitié qui nous liait jadis, lorsque l'une et l'autre, nous traversions une crise lourde dans nos couples respectifs. Cette amitié, elle se perpétue dans ce qui me lie à tes filles. L'amitié, c'est vraiment ce qui me tient debout. C'est elle qui donne du sel à ma vie et la rend savoureuse. Merci, l'ami.